Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Florence Pinheiro-Hortolan, naturopathe et l'auteur du livre Agissez sur vos neurotransmetteurs, paru aux éditions Albin Michel. Mes chers auditeurs, alors que nous nous asseyons aujourd'hui pour contempler le labyrinthe de notre propre nature, il est opportun de nous rappeler que l'homme est une créature d'une complexité inégalée. Guidé non seulement par la raison, mais également par un océan de subtiles influences internes. Parmi ces dernières, les neurotransmetteurs. Ces messagers silencieux et puissants qui naviguent dans l'obscurité de notre cerveau dictent souvent nos humeurs et nos comportements plus que nous ne pourrions l'imaginer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une érudite de ce monde invisible, une naturopathe et micronutritionniste qui a plongé dans les complexités de notre biochimie pour en rapporter des connaissances lumineuses sur comment ces substances façonnent notre quotidien. Son livre, fruit de maintes recherches et observations, s'offre comme une carte pour naviguer dans le tumulte de nos émotions et de nos pensées, nous révélant comment équilibrer nos vies par une meilleure compréhension de notre propre corps. Préparez-vous, chers auditeurs, à explorer comment, par des moyens souvent négligés et pourtant à la portée de tous, nous pouvons aspirer à une existence plus harmonieuse et sereine, guidée non pas par le hasard des humeurs, mais par la lumière de la science et de la raison. Afin de mieux comprendre comment notre bien-être est influencé par les messagers chimiques de notre cerveau, nous accueillons aujourd'hui Florence Pinheiro-Hortolan, naturopathe, pour un éclairage scientifique. Ensemble, nous découvrirons les secrets de notre psyché et comment maîtriser ces influences pour améliorer notre vie au quotidien. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Florence, bonjour. Bonjour, enchantée. Merci de m'avoir invitée sur ce magnifique podcast. Alors pour commencer, pouvez-vous nous introduire brièvement ce que sont les neurotransmetteurs ? Oui, avec plaisir. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques, des petites molécules invisibles, dont le rôle est de transmettre des informations entre deux neurones, puisque les neurones ne peuvent pas communiquer les informations directement. Il leur faut un petit camion de transport, un petit messager qui va donc passer d'un neurone à l'autre et se fixer sur un récepteur pour délivrer un message. Il existe différents types de récepteurs selon les différents types de messages, donc de différents neurotransmetteurs. Donc à quoi ça sert les neurotransmetteurs ? Eh bien, justement, c'est en délivrant des messages, ça va agir sur l'ensemble de notre fonctionnement, qu'il soit neuropsychique, par exemple tout ce qui est performance cérébrale, comme la motivation, la concentration, la capacité à avoir de la mémoire, à réfléchir, à avoir les idées claires, ou encore l'humeur, le moral, la capacité à être serein face au stress, avoir du plaisir de vivre. Et puis, ça va même plus loin que le neuropsychique, puisque ça va toucher aussi la régulation du système nerveux avec la régulation du rythme cardiaque, par exemple. Ça ira aussi impacter la qualité du sommeil, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, vous partagez l'histoire de votre rencontre avec les neurotransmetteurs lors de votre douleur inexpliquée au cœur, pouvant être un manque de GABA. Comment cette expérience personnelle a-t-elle influencé votre approche du sujet ? Ça l'a influencé parce qu'il a motivé l'écriture de ce livre qui est adressé au grand public, il faut bien le dire. C'est pas, même s'il y a une part scientifique, si les gens qui sont déjà informés de tout ça peuvent aussi trouver des explications biochimiques, mais l'idée vraiment du livre, c'était de dire à monsieur, madame, tout le monde, en fait, parfois on s'inquiète d'avoir un problème grave ou d'avoir un problème majeur, par exemple des personnes qui disent « mais moi je suis irritable » en pensant que c'est elle. Ou alors moi j'ai des palpitations, Et en fait, la grande découverte que j'ai faite, c'est que ça pouvait être des petits déséquilibres qui se régulent facilement et naturellement et qui font qu'on revient à un équilibre sans forcément passer ni par la case diagnostic, maladie, médicaments. Vous parliez tout à l'heure, donc, vos douleurs inexpliquées au cœur pouvant être dues à un manque de GABA. Qu'est-ce que c'est que les GABA et comment on fait la connexion avec le neurotransmetteur ? Comment on répare tout ça ? Déjà, l'idée, c'est que le livre, il sert à ça. Il sert à en prendre connaissance. Je pense que si on n'en a pas connaissance, on ne pourra pas le savoir. On a mal au cœur, c'est répétitif, on finira par voir son cardiologue comme j'avais fait à l'époque, de toute façon.
Et bien évidemment, je ne suis pas médecin, donc je reste toujours sur un rôle préventif et d'information. Évidemment, il est toujours nécessaire d'aller voir son médecin si jamais il y a le moindre doute. Je n'ai rien enlevé là-dessus. Mais disons que, en fait, déjà d'avoir connaissance de ces molécules et dans les questionnaires que je propose dans le livre, on va voir pas que les problèmes de, par exemple, oppression respiratoire, douleur à la poitrine, palpitations. Ça, ce sont des signes potentiels de manque de ce neurotransmetteur calmant qu'est le GABA. Mais il y en a d'autres comme l'anxiété, les troubles du sommeil, la transpiration lors d'un stress ou des tremblements. En fait, les questionnaires que je vais proposer dans ce livre permettent un petit peu de faire son profil, de voir où on en est. Et peut-être d'expliquer, tiens, c'est bizarre à une période de ma vie, comme ça a été moi donc le cas à cette période-là. Et j'avais tout le temps des oppressions respiratoires, j'avais mal à la poitrine et pourtant j'étais allée voir mon cardiologue et il n'y avait pas de problème. On m'avait fait un examen, tout était normal et pourtant j'avais mal à la poitrine. Ah, mais j'en remarque que quand je fais les questionnaires, effectivement, je suis irritable, j'ai du mal à m'endormir, j'arrive pas à lâcher mon mental. Ah, en fait, ça fait beaucoup de signes de manque de GABA. Voilà. C'est ça l'idée, c'est de peut-être comprendre que des petites choses comme ça, qui sont pas des maladies, mais qui font partie de notre vie et qui font qu'on n'est pas forcément au top de notre bien-être, peuvent s'expliquer par ces petits déséquilibres-là. Et l'idée, c'est informer parce que plus on est informé, mieux on arrive à agir et à se rééquilibrer. Du coup, comment vous avez pallié à ce déséquilibre, à ce manque de GABA en l'espèce ? Oui, alors en fait, là, à l'époque, moi, c'est vrai que quand j'avais découvert ça, j'étais fraîchement formée en naturopathie. En naturopathie, j'avais pas forcément vu ça en détail. C'était plus dans la formation en micronutrition que je l'avais appris. Au départ, ça m'avait pas tilté pour moi personnellement. J'avais appris ça comme des informations théoriques, mais je me sentais pas concernée. C'est vraiment quand j'ai commencé à avoir ces douleurs à la poitrine que je me suis penchée sur le sujet, que j'ai vu effectivement que j'avais beaucoup de signes de manque de GABA et je ne sais pourquoi, je pense que c'est un réflexe humain d'être en résistance face aux choses. Je pensais pas que ça pouvait me concerner. Donc, j'ai fait ce qui n'est pas courant de faire et c'est pas forcément ce que je propose à tous, mais j'ai fait une analyse, c'est une analyse spéciale, ça n'existe pas dans les laboratoires de ville. C'est une analyse des neurotransmetteurs pour voir parce que j'étais sceptique. Et j'ai vu en fait que je manquais vraiment beaucoup de GABA parce que j'avais du mal à y croire. Donc là, sur le moment, je suis allée sur la facilité, j'ai pris directement du GABA. Faut savoir que le GABA, c'est un acide aminé, c'est un fragment de protéine, acide à gamma-aminobutyrique. On peut le fabriquer dans le corps, on peut aussi l'ingérer dans certains aliments comme la châtaigne, la pomme de terre. Tout ça, j'explique dans le livre. Et pour le fabriquer dans le corps, on peut aussi aider cela. J'explique tout ça dans le livre, comment aider son corps à fabriquer du GABA. Le magnésium, ça va aider. Mais effectivement, quand on a un fort manque de GABA et qu'on veut aller plus vite dans le rééquilibrage, on peut en prendre. C'est un acide aminé, c'est pas un médicament. Ça existe, on trouve ça dans des laboratoires de micronutrition sur Internet ou en parapharmacie. J'avais pris la solution de facilité parce que c'est vrai que ces douleurs au cœur, c'était pas agréable et ça m'avait remis en équilibre plus rapidement. Aujourd'hui, j'en prends plus depuis très longtemps. Donc il y a quand même possibilité de se remettre en équilibre sans avoir besoin d'un complément alimentaire, c'est important de le dire. Et c'est ce que je propose dans le livre. Ne serait-ce qu'en fait, comprendre le GABA, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il est en équilibre avec tous les autres neurotransmetteurs. C'est-à-dire que si je manquais de GABA, c'est peut-être parce que j'avais trop de dopamine. Et c'est ce que j'explique. Vous savez, dans le livre, il y a une partie où on peut faire des questionnaires pour identifier son profil, sa nature, son caractère. Il y a des caractères qui sont le profil un peu de la personne qui est toujours dans les projets, qui est toujours dans l'action, qui se fait des plans d'action. Le profil un peu entrepreneur, c'est le profil qui a beaucoup de dopamine. Moi, c'est mon profil, j'ai beaucoup de dopamine de base. Et du coup, je vais me lever tôt, je vais toujours faire des choses, je suis toujours active. Et ce profil-là, il va faire qu'on a tendance à épuiser naturellement ces neurotransmetteurs calmants, le GABA et la sérotonine. Donc ces profils-là, ils vont plus facilement que d'autres manquer de GABA et de sérotonine. Après, il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut manquer de GABA et de sérotonine. Donc ça aussi, le rééquilibrage, il est global. C'est peut-être pour quelqu'un dans ce profil-là, s'accorder plus des moments de pause, des moments de repos, savoir profiter de l'instant présent sans forcément être dans l'action. Vous voyez, c'est assez large en fait sur tout ce que ça implique. Et pour les profils stressés qui sécrètent notamment beaucoup de cortisol, par exemple ? Alors, effectivement, le cortisol est aidant. Il est là pour nous aider à faire face
à la situation stressante. Donc, faut pas diaboliser le cortisol. La nature fait tout de façon utile. Donc, s'il y a du cortisol, c'est qu'il y a besoin d'avoir du cortisol. Donc, le problème n'est pas le cortisol. Le problème est le fait qu'on s'expose en permanence à des situations stressantes. Et que ça, dans la nature, ça ne devrait pas exister. Dans la nature, il y a des phases normalement ponctuelles de stress, comme si on prend la nature sauvage, l'attaque d'un prédateur, et après ça retombe à des phases plus normales où hop, on redescend au niveau du cortisol. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a pas l'intensité du stress du prédateur peut-être, mais on a la chronicité d'un stress chronique, aussi bien sur la charge mentale, prenant la maman qui travaille, qui est ambitieuse et qui est aussi bonne maman, bonne épouse, etc., etc. Et puis alors, ne parlons pas du stress au travail au niveau des gens qui harcèlent, les profils, voilà. Donc, on a beaucoup de stress aujourd'hui qui est un peu chronique et on devrait, tout un chacun, prendre conscience de ça et ne pas se dire, parce que je vois beaucoup de gens qui disent « je n'ai pas le choix ». Et quand on se dit « je n'ai pas le choix », on se conditionne à ne pas avoir le choix. On a toujours le choix. La preuve, c'est que le jour où il y a un burn-out, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est le corps qui nous donne le choix de ne plus rien faire. Donc, avant d'en arriver là, on doit vraiment se dire, là, je suis dans une course folle et mon corps, il va pas tenir la longue distance. Et donc, je dois m'accorder des moments de pause. C'est vital. Donc, par rapport à ça, la sérotonine et le GABA, c'est 2 neurotransmetteurs calmants qui vont nous aider à faire redescendre le cortisol, normalement. Sauf que dans la nature, il y a toujours un instinct de protection de la survie. Le corps, il va pas se dire, alors là, je vais faire redescendre le stress s'il pense qu'on est en danger. Donc, ça va pas venir tout seul. C'est vraiment ça. Donc, on va aller dans la course folle, on va s'épuiser. Donc, pour les gens qui sont en stress chronique, la première chose, c'est vraiment, je dirais, de réfléchir un petit peu dans sa vie, revoir peut-être ses priorités, ne pas se dire que tout ce qu'on fait, c'est obligatoire, indispensable. Essayer vraiment de s'accorder des moments où on va pouvoir souffler, redescendre, prendre du magnésium, respirer. J'explique beaucoup de choses dans le livre, surtout les outils simples. Respirer en cohérence cardiaque, l'expiration permet de rediminuer son cortisol en expirant plus longtemps que l'inspiration. Et puis, favoriser la production de neurotransmetteurs calmants comme sérotonine et GABA ou en prendre directement pour le GABA, prendre de la griffonia pour la sérotonine, ça va vraiment aider à diminuer le stress. Alors, vous racontez dans votre livre l'histoire de Camille qui souffrait de compulsions alimentaires dues à un manque de sérotonine. Comment ce cas typique illustre-t-il les défis dans la prévention des déséquilibres de neurotransmetteurs ? On peut parler de ce problème de compulsion sucrée. En fait, le manque de sérotonine, je vais le décrire, je pense que ça va peut-être parler à vos auditeurs, parce que c'est courant malheureusement. Quand on manque de sérotonine, on manque de recul sur à peu près tout. C'est-à-dire, les choses tristes vont nous atteindre beaucoup plus rapidement et facilement. On va être un peu à fleur de peau émotionnelle, on va pleurer facilement dès on peut pas écouter les infos, c'est trop triste, voilà. Les choses tristes, les choses qui nous irritent, on est très irritable, on s'irrite tout de suite, on est agacé très facilement. Ça, c'est quand on manque de sérotonine. On manque de joie de vivre aussi, on peut être un peu triste, on manque un peu du sens. Et ça, c'est les signes neuropsy. Et dans les signes physiologiques, on peut avoir des compulsions alimentaires sucrées, surtout en fin de journée. Ou alors aussi le petit verre d'alcool pour se détendre. Mais ça, c'est caractéristique aussi du manque de GABA. C'est comme si on avait besoin d'un élément extérieur pour nous détendre. On n'y arrive pas seul. Et le sucre, en fait, dans la production de sérotonine dans le corps, le fait de manger du sucre, ça va pouvoir aider ponctuellement, mais c'est un peu pervers. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que pour produire la sérotonine dans le cerveau, il faut qu'il y ait un peu une montée de l'insuline. Ça va aider. Et donc, quand on mange du sucre, l'insuline monte. Mais il faut pas que ce soit des sucres trop rapides. Bref, bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, à ce moment-là, quand la personne manque de sérotonine, il y a une confusion dans son cerveau en pensant que peut-être en donnant du sucre, ça va l'aider. C'est quoi ? C'est une barre de chocolat, une tablette de chocolat, des pâtes ? Non. Alors, en fait, les gens qui ont la compulsion sucrée, ça, ils savent ce que c'est pour eux. Ça peut être une barre chocolatée, ça peut être des biscuits, ça peut être une pâtisserie. Là, chacun, eux, ils savent. Mais pour la production de sérotonine, comme je le dis dans le livre, c'est pas bon tous ces sucres rapides. Parce qu'en fait, plus on va manger un sucre rapide, certes, l'insuline va monter,
Mais comme ça va faire très rapidement chuter la glycémie après, parce que plus c'est rapide, en fait, ça monte très vite et ça chute très vite. Du coup, l'insuline va chuter très rapidement après. Et donc, on aura une faible durée pour la production de sérotonine. Donc, l'idéal, et c'est ce que j'explique en détail dans le livre, c'est d'aller manger l'après-midi au goûter, si on manque de sérotonine, des sucres comme des fruits avec quelques amandes, du chocolat noir, mais pas trop de chocolat au lait qui est bourré de sucre, les amandes, les noix. Pourquoi pas, c'est pour les gens qui aiment bien le pain sportif, c'est des pains avec un peu des fruits secs. Mais bien sûr, attention aux personnes qui prennent du poids. Donc tout ça, c'est bien expliqué. L'idée, c'est de manger des sucres qui soient pas trop rapides. Voilà, c'est de limiter l'index glycémique. Ça va aider à la production de sérotonine. De même que le magnésium. Le magnésium, il va aider aussi bien la sérotonine que le GABA. Alors, dans votre livre, vous expliquez comment le petit déjeuner influence la production de dopamine. Pourriez-vous expliquer l'importance de l'alimentation? Donc, on en a déjà vu une partie là tout à l'heure, mais approfondir ce point dans la gestion des neurotransmetteurs? Avec grand plaisir, parce que le petit déjeuner, c'est vraiment un repas crucial pour la production de tous ces neurotransmetteurs, et notamment la dopamine. Donc, comme son nom l'indique, dopamine, il y a le mot dopé qui arrive à vos oreilles, qui veut dire un petit peu se sentir en forme, se sentir en puissance, actif. La dopamine, c'est un neurotransmetteur excitateur du matin qui nous aide à bien nous réveiller, à nous sentir en forme très rapidement le matin, en pleine possession de ses capacités cérébrales, motivées, etc. Donc la dopamine, elle est produite le matin à partir de protéines, comme tous les neurotransmetteurs d'ailleurs. Donc pour les personnes qui mangent très peu de protéines, attention, vous risquez de ne pas avoir le moral ou d'avoir des problèmes de concentration. Donc tous les neurotransmetteurs sont produits à partir de protéines. Et la dopamine, le matin, le problème avec le petit déjeuner le plus classiquement pris en France et dans les pays comme la France qui prennent des petits déjeuners sucrés, c'est que ce n'est pas du tout propice à une bonne production de dopamine. Déjà parce que dans les petits déjeuners sucrés, il n'y a pas de protéines qui sont les petites briques de fabrication de la dopamine déjà. Et en plus parce que le sucre va faire monter la glycémie puis l'insuline et que l'insuline va bloquer la production de dopamine. Contrairement à la sérotonine. Elle va l'aider pour la sérotonine, mais elle va bloquer la dopamine. Et donc, si on veut bien produire sa dopamine pour être en forme dès le matin, il va plutôt falloir s'orienter sur des petits déjeuners de tradition qu'il y a dans de nombreux pays, c'est-à-dire plutôt protéinés, salés dans le sens non sucré. C'est pas pour l'idée de mettre du sel absolument, mais c'est surtout non sucré, avec des bonnes graisses. Alors, on peut tout imaginer, ça dépend des goûts. Ça peut être des personnes qui vont manger une galette bretonne, ou alors des œufs au plat ou des œufs brouillés. Ça peut être du jambon. Alors, on essaiera de le choisir sans additifs, sans nitrites. Attention aussi à la nourriture ultra transformée. Ça peut être aussi du fromage. Ça peut être pour la partie plus végétale, des purées d'amandes, des purées de pois chiches, de la purée d'avocat. Tout ça, c'est vraiment intéressant pour produire sa dopamine. On peut faire un mix de plusieurs options. On peut alterner selon les jours. Et attention au pain. Parce que, pareil, en France, la baguette, même tradition, ça reste du pain blanc à index glycémique élevé, qui va faire très rapidement monter la glycémie, donc l'insuline, et qui va être contraire à la production de dopamine. Donc, on s'oriente plutôt sur des pains qui sont plutôt ou très foncés, au levain, rustiques, complets, quoi, mais vraiment sans sucre. Alors, surtout pas les pains de mie avec sucre ajouté qu'on trouve au supermarché. Voilà, c'est tout ça, de toute façon, qui est bien expliqué dans le livre. Et dans le livre, je donne plein d'options sur le petit déjeuner, avec différentes alternatives, animales, non animales, végétales, voilà. Et quand on n'est pas petit déjeuner, quand on ressent pas le besoin de petit déjeuner le matin? Alors ça, c'est beaucoup une question d'habitude. C'est beaucoup une question aussi de le dîner qu'on prend. J'ai noté, à travers plusieurs années d'accompagnement, les personnes qui prennent pas de petit déjeuner, souvent, sont des personnes qui prennent un gros dîner ou tard. Et elles se sont habituées comme ça. Mais alors, il y a pas beaucoup de gens qui font ça en étant vraiment ne pas grignoter dans la matinée, parce qu'il y a des personnes qui prennent pas de petit déjeuner parce que le matin j'ai pas faim, j'ai pas le temps. En fait, elles prennent pas le temps et elle a pas faim, c'est un réflexe. Mais par contre, les collègues amènent des viennoiseries, elles vont manger des viennoiseries, elles vont craquer à la boulangerie sur la route, ou alors elles vont se venger d'une façon ou d'une autre en prenant un dîner vraiment très très gras, très lourd, très indigeste. Et c'est souvent aussi que j'ai noté que les personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner soit ont des compulsions alimentaires, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des fringales dans l'après-midi, soit clairement manquer de dopamine. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas très fan
de ne pas prendre de petit déjeuner le matin, sauf si vraiment la personne est en équilibre, c'est-à-dire n'a pas de compulsion alimentaire, n'a pas de vengeance sur le repas du soir et a une bonne motivation, une bonne énergie dès le matin. Mais s'il y a des signes de manque de dopamine, des compulsions alimentaires, un déséquilibre à un moment donné dans le comportement alimentaire, je préfère réintégrer progressivement un petit déjeuner. On se sent plus dynamique et on va dîner moins parce qu'on aura plus mangé en première moitié de journée. Alors, comment on fait pour identifier nos neurotransmetteurs dominants ? En fait, chaque neurotransmetteur amène un profil, en fait. C'est ce que j'explique. Donc, la dopamine, je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure. C'est un profil plutôt, qui a confiance en soi. Alors, parfois, on peut aller jusqu'à la caricature. Vous voyez, par exemple, ça permet aussi de mettre des images. Je pourrais pas citer de noms d'hommes politiques par discrétion, mais on peut très bien imaginer des gens connus. On dit ah oui, ça c'est vraiment un profil dopamine. La personne qui parle fort, qui écoute pas les autres, parce qu'elle est toujours en train de parler, en fait, qui va vraiment avoir toujours des projets. Voilà, ça, c'est vraiment le profil dopamine. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, on peut s'équilibrer de toute façon. Le profil sérotonine, pour vraiment être dans la caricature, c'est le profil qui profite de la vie à fond. Vous voyez, dans le mythe de la cigale et la fourmi, dans le conte, c'est la cigale, c'est la personne qui a envie d'être toujours dans le plaisir facile, immédiat, les amis, la fête, la douceur de vivre. Je vais pas trop me prendre la tête à faire des actions, je verrai ça plus tard. Donc ça, c'est le profil sérotonine, vraiment sérotonine à fond. C'est quand on en a trop, en fait. C'est-à-dire que les autres, du coup, sont déséquilibrés. Le profil GABA, c'est le profil un peu méthodique, organisé, calme, la force tranquille. Et s'il part dans son excès de GABA, il va pas forcément être dans l'émotion, il va plutôt être un peu le profil comptable, méthodique, vous voyez. Alors, je trouve que la caricature, elle aide à bien mettre des compréhensions sur ce que c'est. Bien évidemment, on est tous un mélange de choses, hein. Mais dans les retours que j'ai eus des lecteurs du livre, il y a des personnes qui se sont reconnues vraiment dans un neurotransmetteur dominant, des personnes qui se sont reconnues dans 2, et puis des personnes qui ont noté qu'elles n'avaient pas forcément de neurotransmetteur dominant, qu'elles étaient un peu partout. Donc ça, c'est très bien aussi, hein. Il ne faut pas chercher à avoir un neurotransmetteur dominant. C'est plutôt même mieux, puisque ça veut dire qu'il y a un bon équilibre dans le caractère. Des personnes qui ont une bonne motivation, mais aussi qui savent s'arrêter en temps voulu, qui savent se calmer, qui savent contrôler leur vie, qui sont pas dans l'excès, en fait. Voilà. Alors, dans votre livre, vous mettez l'accent sur les solutions naturelles. Quels sont les défis ou les limites de ces approches ? Les défis, c'est justement ce que vous avez dit tout à l'heure, la personne qui a l'habitude de ne pas prendre petit déjeuner, elle n'a pas envie de changer ça. La personne qui a beaucoup de résistance à changer son alimentation. Les défis, ça appartient à chacun sur la résistance qu'on peut avoir à mettre en place des modifications dans son alimentation, l'alimentation étant un peu un doudou, justement, un refuge pour certaines personnes. C'est vrai que changer son alimentation peut représenter une source de stress pour la personne. C'est pour ça que dans mes accompagnements, j'y vais vraiment par étapes et en douceur pour essayer de pas se stresser, en fait, parce que toucher à son alimentation, c'est toucher à quelque chose qui est vraiment fort. Et puis la force de l'habitude est puissante. Et pour changer une habitude, vraiment, ce que je suis coach à la base. Avant d'être naturopathe, je suis coach. Donc, c'est vraiment là, comment on peut conditionner son cerveau au changement. C'est ça, le coaching, beaucoup. Et pour conditionner son cerveau au changement, plutôt que de se dire, je vais tout changer, ça va être dur. Voilà, ça met le cerveau en panique. C'est plutôt, je vais y aller par petits pas. Par exemple, au lieu de penser à supprimer un aliment, je vais plutôt regarder les choses avec le verre à moitié plein, c'est-à-dire je vais penser à ajouter un autre aliment. Et petit à petit, à force d'avoir fait des petits pas, d'avoir ajouté des nouveaux aliments, il y en a d'autres qui vont partir et le goût change et les habitudes changent. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Donc ça appartient à chacun de réussir à mettre en place tout ça. Et puis, après, il y a aussi dans des obstacles dont vous parlez, j'imagine peut-être aussi dans la vie de tout un chacun, il y a peut-être des conditions extérieures qui sont difficiles. C'est pour ça que, bien sûr, tous ces conseils-là restent de l'ordre du bien-être et que dans les conditions extrêmes, le recours aux médicaments est là et on est content aussi de pouvoir avoir une solution plus rapide et plus immédiate. Mais normalement, dès lors qu'on comprend où on en est dans ces manques
et qu'on voit peut-être ce qu'on n'a pas bien fait au niveau de ses sports, de son alimentation et de son mode de vie, on a des pistes déjà pour améliorer. Après, chacun va faire son chemin en fonction de là où il en est. Alors, votre bouquin a été préfacé par le docteur Anne Lombard, médecin nutritionniste. Comment votre approche s'accorde avec la médecine allopathique? Vous parliez tout à l'heure des clients qui peuvent avoir besoin d'avoir recours à des médicaments. Alors, la médecine allopathique, déjà, qu'est-ce que c'est? La médecine allopathique, c'est quand il y a un diagnostic de maladie, on met une molécule chimique pour guérir, en fait, pour enlever le symptôme. Aujourd'hui, c'est ce qui prime en France. À côté de ça, il y a une nouvelle médecine qui émerge, c'est la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, qui va plus essayer de comprendre les causes, les origines, travailler donc sur les origines des problèmes pour essayer de rééquilibrer. C'est vrai que c'est une approche qui est parfois onéreuse parce qu'il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de compléments alimentaires, etc., des choses qui sont hors nomenclature. Mais en tout cas, pour la médecine allopathique, dans le respect, comme vous dites, le mot client, c'est parce que quand on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de dire patient, et merci de le souligner. Même si c'est vrai que le mot client peut paraître un peu parfois commercial. Moi, j'aime bien dire consultant pour pas utiliser ce terme de client qui paraît un peu, comme si j'avais une boutique. mais pour mes consultants, bien sûr, c'est toujours le respect de là où il en est aujourd'hui, de ses antécédents. Je n'ai absolument rien contre la chimie dès lors que ça permet de se sentir mieux plus rapidement. Et d'ailleurs, dans l'introduction de mon livre, j'avais dit que j'avais pris des antidépresseurs quand j'avais eu un événement particulièrement difficile. Ponctuellement, j'avais pris des antidépresseurs parce que ça m'avait aidé rapidement à remonter la pente. Et c'était là que j'avais découvert l'existence des neurotransmetteurs. Donc, pour s'associer à ça, une personne, par exemple, qui a des antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui sont les principaux neurotransmetteurs prescrits aujourd'hui, cette personne-là, on va pouvoir l'aider au niveau de son alimentation, de sa gestion du stress, peut-être de ses autres neurotransmetteurs. Elle peut aussi parfois manquer de dopamine ou de GABA. Mais on n'a pas le droit, dès lors qu'elle prend ce médicament, de lui conseiller du tryptophane ou de la griffonia, qui sont les précurseurs de la sérotonine. C'est contre-indiqué. Donc, il y a des précautions qui sont connues, que je connais, que mes collègues connaissent, qu'on doit respecter, mais ça n'empêche pas de pouvoir travailler sur le mode de vie, le psycho-émotionnel, les outils de gestion du stress, comme la respiration, pour ceux qui veulent la méditation, la relaxation, le choix de ses sports. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, même si la personne a des médicaments. Alors, comment vous veillez effectivement à cette transparence avec le consultant? Est-ce qu'ils vous disent bien, je suis sous tel et tel médicament pour éviter les mauvaises interactions, vitamines, médicaments, non Dans une consultation en naturopathie, c'est quand le naturopathe a fait une bonne école, une bonne formation, c'est indispensable de commencer par là. C'est-à-dire que toutes les questions qu'on va poser à la personne, on est obligé de lui demander si elle a des traitements. Si on fait pas ça, c'est qu'on mérite pas son diplôme et c'est dangereux. C'est vraiment la base. On est obligé de lui demander ça parce que justement, dès lors qu'on peut conseiller par exemple des plantes, les plantes certes c'est naturel, mais ce n'est pas anodin et il y a des contre-indications par rapport à certains traitements. Ça, il faut le vérifier bien sûr. Comment vous travaillez avec les médecins dans ce sens-là? Je ne travaille pas directement avec les médecins, mais je prends connaissance du parcours de la personne. Elle m'explique. Alors, il y a un consentement obligatoire au traitement des données personnelles. Tout est très encadré. Elle m'explique donc son parcours, ce qu'elle a comme vue avec le médecin, ce sur quoi le médecin la suit. Et nous, on va pouvoir, quand je dis nous, c'est mes collègues et moi en naturopathie, on va pouvoir l'accompagner sur son mode de vie, son alimentation, peut-être son intestin. Alors, on sait que le microbiote a énormément d'impact sur beaucoup de choses, que ce soit le cerveau, mais aussi le métabolisme, le sommeil, le moral. Donc, on va pouvoir travailler sur son intestin, sur rééquilibrer sa digestion, son microbiote, travailler sur sa gestion du stress, ses priorités justement sont dans la charge mentale qu'elle peut avoir, son alimentation, rééquilibrer ses neurotransmetteurs. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais qui sont de l'ordre du non-médecin, et on laisse au médecin ce qu'il y appartient, chacun son domaine. Et on n'est pas forcément en tandem avec les médecins parce que déjà, les médecins n'ont pas du tout le temps de cela. Et en plus, il y a des médecins qui n'ouvrent pas la porte ou chacun travaille dans son coin. Et il faut vraiment faire très attention à rester dans notre... Moi, je répète pratiquement à chaque fois que je suis non médecin et je fais très attention à ça. Mais y a-t-il quand même une collaboration entre les médecins et vous? Il y a une communication Ça peut arriver effectivement. Par exemple, il arrive des fois que des médecins envoient un de leurs patients vers moi, par exemple, pour aller travailler l'intestin sur lequel ils n'ont pas forcément énormément de solutions,
Parce que par exemple, un patient qui va voir un médecin qui se plaint de tout le ballonnement, troubles digestifs, le médecin, une fois qu'il l'a, en général, il donne ou des IPP ou du charbon, enfin, le méthospasmyl, ce genre de médicaments, ou du spasfon pour les douleurs. Après, il envoie vers le gastro-entérologue qui va plus partir vers des examens fibroscopie, coloscopie, qui cherchent à diagnostiquer une maladie. Mais dès lors qu'il n'y a pas de maladie, après, ils n'ont pas trop de solutions. Donc, c'est là que nous, on est vraiment utile, c'est de pouvoir travailler, je dirais, là où les médecins nous envoient le plus, quand le médecin est OK avec ça. Parfois, c'est le cas, parfois, c'est pas le cas. Mais quand ils sont OK avec ce qu'on fait, ils nous envoient plus, par exemple, sur les problèmes digestifs et les problèmes de gestion du stress. Je pense que c'est beau. Et l'alimentation. Je me souviens de Jean, un monsieur que j'ai accompagné il y a quelques années dans le cadre de sa recherche de mieux-être. Il était totalement dépendant d'un soda mondialement connu. Il en buvait jusqu'à 2 litres par jour. Après qu'il eut complété le questionnaire sur la dopamine, il est apparu de manière criante que ce monsieur manquait de ce neurotransmetteur du plaisir et de la satisfaction. C'était l'une des raisons qui l'avait poussé à rechercher ailleurs des façons de produire de la dopamine. Son cerveau avait ainsi peu à peu associé la production de dopamine à la consommation du soda en question et il en est devenu dépendant. Malheureux de cette dépendance et de ses répercussions sur son bien-être, agitation, du fait de la teneur élevée en caféine, troubles digestifs, prise de poids, même en choisissant une version édulcorée, Jean cherchait sans cesse des solutions en vain. Il avait essayé l'hypnose, mais cela n'avait pas fonctionné pour lui. Il est important de savoir qu'une problématique n'arrive jamais seule. Si vous avez une addiction, c'est qu'il y a un mécanisme déréglé quelque part. Cela peut être un déséquilibre des neurotransmetteurs ou une accumulation de frustration, une fatigue installée qui peut générer des envies de manger sucré ou salé. C'est pourquoi je lui ai conseillé un ensemble de mesures alimentaires micronutritionnelles et des conseils d'hygiène de vie visant à relancer sa production naturelle de dopamine. Nous avons aussi utilisé une astuce pour tromper et déjouer son habitude, consommer de l'eau gazeuse à la place du soda pendant la phase du sevrage. Peu à peu, Jean est venu à bout de son addiction et a retrouvé la joie de vivre et le plaisir. Au cours de cette aventure, il s'est littéralement métamorphosé, car le rééquilibrage de ses neurotransmetteurs lui a permis d'aller au-delà de la suppression de l'addiction. Florence, vous venez de nous lire un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? J'aime beaucoup le thème du circuit de la récompense dans le cerveau. Dans notre cerveau, il y a pour tout le monde, et même pas que pour les humains, pour les mammifères, il y a un circuit de la récompense qui est là pour motiver notre survie. Alors ça va très loin, Par exemple, on mange, la nourriture nous procure du plaisir qui nous donne envie de manger pour notre survie, premier point. L'acte sexuel procure du plaisir pour la procréation, deuxième point. Donc c'est ça le circuit de la récompense, c'est qu'en fait, quand on s'adonne à quelque chose d'agréable, il y a une production de dopamine dans le cerveau qui nous produit de la satisfaction et on est bien, donc on va rechercher cela. Et c'est important parce que chez les personnes qui manquent de dopamine, le cerveau va chercher d'autres dérivatifs pour avoir ce circuit de la récompense flatté. Et c'est là qu'interviennent les addictions. Alors, il y a plein d'explications, un psychiatre pourrait parler de les addictions différemment, bien sûr. Mais ce circuit de la récompense, il est quand même toujours en cause parce que quelle que soit l'addiction, que ce soit le shopping, que ce soit le jeu, que ce soit le soda, que ce soit la cigarette, le cannabis pour certains, l'alcool, quelle que soit l'addiction ou le travail, on va pas toutes les citer. En fait, évidemment, il y a toujours le mécanisme de l'habitude qui s'enclenche, mais à la base, c'est aussi ce besoin d'aller donner à son cerveau son petit shoot de dopamine. Et quand on sait qu'il y a d'autres moyens d'avoir ce shoot de dopamine, ça permet aussi de mettre en place des choses pour se rééquilibrer et on va pouvoir à ce moment-là travailler sur son sevrage de l'addiction. Il y a plein de moyens. Alors là, dans l'extrait, j'ai dit que l'hypnose ne fonctionnait pas pour lui, mais ça fonctionne très bien pour d'autres personnes. C'est juste l'hypnose, ça dépend déjà du thérapeute que la personne trouve. Des fois, ça matche, des fois, ça matche pas. Et ensuite, ça dépend de son niveau de résistance. Parce que si la personne est persuadée que ça ne marchera pas, si dans son dialogue intérieur, elle pense que ça va pas marcher, malheureusement, ça peut faire échec. Moi, je connais des personnes qui ont arrêté des addictions grâce à l'hypnose,
Mais c'est toujours bien en fond de travailler sur sa dopamine. Parce que quand on a la dopamine, voilà, d'avoir des petites étoiles dans les yeux, on peut l'avoir de plein d'autres façons que de s'adonner à son addiction. Alors, comment travailler sa dopamine chez soi? Voilà, on a parlé du petit déjeuner déjà protéiné, gras, non sucré, toute l'alimentation, j'explique tout ça. Il faut avoir aussi quand même, au niveau des micronutriments, des personnes qui manquent de fer vont avoir tendance à manquer de dopamine. Pareil pour la vitamine B12. Il y a des micronutriments qui sont on appelle ça cofacteurs de la production de dopamine, c'est-à-dire ils aident, c'est comme des petits outils qui vont aider la production. C'est chimique, la production de tout dans le corps, c'est des réactions enzymatiques chimiques. Et les outils, ce sont des micronutriments, que ce soit les vitamines, les acides aminés, les acides gras, etc., etc. Donc, c'est ce fer, ce cuivre, cette vitamine B12, ce sont des micronutriments qui vont aider la production de dopamine. Une femme, par exemple, qui a des règles très abondantes, qui ne mange pas de viande rouge, va souvent manquer de fer. Et elle aura peut-être une production de dopamine diminuée à cause de ce manque de fer. Pareil pour la vitamine B12 chez les végétariens qui ne se complémentent pas. Donc ça, c'est au niveau de la partie nutrition, que ce soit l'alimentation ou les micronutriments. Après, il y a aussi, pour la dopamine, et j'explique ça aussi, le choix du sport qu'on peut faire. Quand on fait des sports un peu dynamisants, ça aide la production de dopamine. Bon, en fait, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, dans une vie où ils sont déjà fatigués et stressés, n'ont pas le temps de réfléchir à ce qui leur fait vraiment plaisir. Peut-être aller retrouver sa motivation, son âme d'enfant, quelque part, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous motive. Et peut-être se remettre un peu des rêves dans sa vie, ça va aider la production de dopamine. Se lancer dans un nouveau projet qui va nous stimuler. Par exemple, quelqu'un qui dans un an, il doit se marier ou il doit aménager une nouvelle maison et c'est quelque chose de positif, ça aide à la production de dopamine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui va être nouveau projet va nous motiver, va nous aider la production de dopamine. Alors, comment éviter quand on est seul et qu'on veut soi-même se mettre en équilibre avec ses neurotransmetteurs? Éviter et prendre plein de vitamines partout, éviter l'hypervitaminose, parce que les vitamines, c'est pareil, enfin, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on existe comme métier, c'est qu'à un moment donné, si les gens qui veulent prendre des multivitamines à tout va et ne pas se faire accompagner, ils acceptent de prendre le risque d'être en excès de vitamines. C'est leur choix. En fait, c'est la seule façon de ne pas être en excès, c'est déjà de pas faire de doublons, de contrôler avec des analyses de sang de temps en temps. Voilà, mais l'idée n'est pas de prendre des vitamines de façon aveugle, de façon excessive, à tout va comme ça. De toute façon, il faut rester prudent et déjà bien commencer par son alimentation, son mode de vie. Et si on veut aller plus loin, il y a quand même beaucoup de conseils dans le livre à ce sujet-là. Et après, c'est se faire accompagner pour contrôler tout ça, justement. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens font en essayant de gérer les neurotransmetteurs seuls, que vous pouvez rencontrer vous? Parce que j'imagine qu'il y en a qui doivent venir en se disant « Ah finalement tout seul, je m'en sors pas » ou enfin, je me suis créé plus de complications. C'est vrai. Après, c'était pas forcément pour les neurotransmetteurs, parce que comme c'est pas encore un sujet qui est extrêmement connu, je connais pas beaucoup de gens qui est venu me voir au cabinet en disant j'ai essayé de régler mes neurotransmetteurs tout seul, mais ça commence quand même. Les principales erreurs, il y a des gens, par exemple, sur les neurotransmetteurs à proprement parler, c'est des gens qui vont penser que c'est absolument la sérotonine alors que ça peut être le GABA. Par exemple, ils s'acharnent sur la sérotonine alors qu'en fait, c'est criant qu'il manque de GABA. Le GABA étant moins connu que la sérotonine. Il y a ça. Et puis, il y a que, par exemple, ils n'ont pas compris qu'il manquait de fer ou de vitamine B12. Donc, ils sont acharnés sur le petit déjeuner en disant « mais je comprends pas, chez moi, ça marche pas. » Alors qu'en fait, ils n'ont pas allé voir, par exemple, qu'il manquait de fer et ça a été la clé bloquante qui a tout débloqué. De façon plus large, les gens qui viennent à nous et qui étaient tout seuls jusqu'à présent, les erreurs courantes, c'est justement de prendre trop de compléments alimentaires avec des doublons et d'avoir des excès parfois. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut voir. Ou alors de prendre des compléments alimentaires qui ne servent à rien parce qu'ils pensent que c'est utile. En fait, le truc c'est que quand ils sont tout seuls, au bout d'un moment, ils peuvent penser que tout les concerne et ils font pas le tri en fait sur ce qui les concerne eux. Donc ils vont à peu près tout prendre. Il y a des personnes qui arrivent avec une valise de compléments alimentaires, des personnes qui sont tout seuls. C'est des gens qui sont obsédés par bien faire et qui vont écouter tous les podcasts, écouter toutes les vidéos, lire tous les articles, et ils vont tout prendre. Et un jour, ils se disent, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il faut que quelqu'un m'aide à trier. En fait, ça, j'ai déjà vu, oui. Quel est l'impact, Florence, du cycle féminin sur les neurotransmetteurs ou sur l'équilibre émotionnel? Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi dont j'ai parlé dans le livre parce que je trouvais que ça remettait un petit peu de l'ordre dans le mythe de la femme irritable avant les règles et pendant les règles. Il y a une réalité physiologique.
c'est que avant les règles, il y a plusieurs choses. Il y a au niveau des fluctuations hormonales, il y a moins de GABA et moins de sérotonine. Et donc, il y a toutes les raisons pour que la femme soit plus irritable avant les règles. Et c'est accentué quand la personne manque de sérotonine et de GABA à la base. C'est-à-dire que si cette personne manque de ça, elle va le sentir encore plus avant les règles. Et ça, on peut le rééquilibrer une fois qu'on a compris aussi, par exemple, pour les femmes qui sont très irritables avant les règles, il y a des façons, par exemple, de prendre de la griffonia ou du GABA avant et pendant les règles. Voilà. Et un rééquilibrage global, ça va aider. Et c'est valable pour toutes les femmes ou c'est juste certaines femmes? C'est ce que je disais, c'est accentué chez les femmes qui ont tendance à manquer de sérotonine et de GABA. Chez la femme qui a une grosse réserve de sérotonine GABA, qui est bien équilibrée, qui est joyeuse et qui n'a pas forcément de grosses fluctuations hormonales, parce que ça dépend aussi de l'équilibre hormonal de la femme, celle-là, elle le sentira pas forcément passer. Et comment vous faites pour entrevoir ces équilibres? En fait, là, on part sur l'équilibre hormonal, c'est encore un sujet annexe. Une femme qui a pas un bon équilibre hormonal va avoir beaucoup de douleurs avant les règles, va être irritable, fatiguée, déprimée, des règles abondantes, des tensions mammaires, des douleurs au bas-ventre. Tout ça, ça exprime qu'il y a ce qu'on appelle une hyperoestrogénie relative, c'est-à-dire soit un excès d'œstrogène, soit un manque de progestérone. Dans tous les cas, un petit déséquilibre sur lequel, généralement, un rééquilibrage global a beaucoup d'actions favorables. L'alimentation, le microbiote, l'hygiène de vie, le niveau de fatigue aussi, tout ça, ça joue beaucoup sur l'équilibre hormonal. Alors pourquoi, Florence, avez-vous écrit ce livre? Ce qui m'a vraiment motivée, c'est de faire connaître, parce que je trouve que c'est magique de se connaître soi-même. Déjà, j'adore le développement personnel, c'est-à-dire comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et je trouvais que les neurotransmetteurs apportaient un éclairage vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres choses qui sont passionnantes, mais ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai que je trouve ça dommage de pas reprendre un peu le pouvoir sur son bien-être. Et ces petites molécules-là, on peut vraiment les influencer facilement, naturellement. Et ça mérite d'être vraiment connu. Comment êtes-vous devenue naturopathe? Qu'est-ce qui a motivé ce choix, ce parcours? J'ai toujours été passionnée depuis mon plus jeune âge par tout ce qui était soin de soi, optimisation de son potentiel. C'est pour ça que d'abord, je suis devenue coach. Optimisation de son potentiel. Alors, le coach, c'est plus le potentiel cérébral, mais la naturopathie, c'est son potentiel santé, en fait. Ça revient un petit peu à ça. Les deux ont ce point commun. Et j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'arrivais pas à me trouver professionnellement. J'avais fait communication, j'avais fait diverses choses. Et je n'osais pas franchir le cap de faire ce qui me plaisait vraiment. Je pense que c'est commun à beaucoup de gens. Et j'ai eu une reconversion professionnelle suite à des événements. Je suis devenue mère, j'ai perdu mon papa, ce que j'explique dans le livre. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de remue-ménage pour moi de façon très rapprochée. Le fait d'avoir eu 40 ans aussi, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, la vie est courte, il faut que je fasse vraiment ce que j'aime. Et je me suis donné les moyens de faire ce que j'aimais. Tout à l'heure, vous disiez pour les naturopathes qu'on fait la bonne école. Comment on trouve la bonne école? Comment on la choisit? C'est quoi la bonne école en naturopathie? Disons qu'aujourd'hui, malheureusement, la naturopathie étant devenue à la mode, il y a de plus en plus d'écoles peu scrupuleuses qui font des diplômes donnés beaucoup trop rapidement, avec pas assez d'heures de formation, avec des formations qui sont pas à la hauteur. Et des naturopathes se retrouvent comme ça dans la jungle, dehors, à donner des conseils qui sont... Alors, je dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça existe. Bien évidemment, il y a de très belles écoles, très sérieuses, qui justement prennent toutes les précautions et qui font très attention à ce que leurs diplômés soient vraiment compétents et accompagnent au mieux et restent à leur place, ne se prennent pas pour un médecin. Il n'y a pas de diagnostic. C'est important vraiment. C'est pour ça que je l'ai souligné, c'est que il y a aujourd'hui malheureusement des écoles qui surfent sur le business. Faire une école en 2 semaines, non, c'est pas possible. Une formation en 2 semaines, c'est pas possible, non. C'est combien de temps une formation pour être un bon naturopathe? On va dire 1 an et demi, 2 ans. Et encore, ça dépend de la capacité de chacun à s'investir à fond dans le travail. Il y en a que c'est plus longtemps. Et c'est sûr, ça dépend du nombre d'heures qu'on y met par semaine. Moi, l'école que j'ai faite à l'époque, je l'ai faite de façon intensive parce que j'étais justement arrêtée. J'avais fait une rupture conventionnelle. Donc, j'étais là, je travaillais peut-être 6 jours par semaine à fond. Sans quoi, je l'ai fait entre 1 an et demi et 2 ans. Il y a des personnes qui font ça en plus de leur travail, donc ça va peut-être durer plus longtemps parce qu'ils font à leurs heures perdues, le week-end, etc. Et puis de toute façon, il faut pas oublier que c'est une formation continue, c'est-à-dire qu'on a tellement de choses sur lesquelles on se doit de comprendre, connaître et de faire face quand la personne arrive et nous sort des trucs qu'on connaît pas. Au départ, on peut être surpris, en fait. C'est tellement vaste comme domaine qu'on se doit... En plus, souvent, c'est des vocations. Il y a beaucoup de gens passionnés dans ce métier-là.
Donc, ils veulent vraiment bien faire et il y a beaucoup de perfectionnistes dans ces métiers. Donc, on est en formation continue tout le temps. On se doit de le faire et on a envie de le faire. J'ai beaucoup appris dans les années qui ont suivi mon diplôme. En fait, c'est pas que la formation initiale, loin de là. Et on apprend tout le temps, en lisant, en se formant. Et plus on apprend, plus on fait attention, on veut rester dans son domaine et pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Florence, en quoi croyez-vous ? La question est vaste. Alors, je crois à la capacité de chacun à prendre les rênes de sa vie et à évoluer. Je crois vraiment à ça. Je crois qu'on peut tous s'améliorer, on peut tous évoluer et on peut tous changer dans le bon sens pour que la vie soit plus agréable. Je pense que la vie est un chemin, en fait. Donc, je crois qu'on a tous un potentiel qui mérite d'être exploité plus que ça. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? M'inspire justement des personnes qui arrivent à évoluer, à être elles-mêmes, qui arrivent à faire fi un peu des carcans, des dictates, qui ont une certaine liberté. Ça, c'est très personnel, mais ça m'inspire beaucoup. Et qui m'émeut, c'est les personnes qui montrent qu'elles peuvent être elles-mêmes, vraiment. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui m'effraie ? Eh bien, franchement, je vois pas. Je n'ai pas trop de peur. Alors, est-ce que c'est peut-être ce côté un peu dopaminergique qui fait qu'on n'a pas trop peur ? Non, il n'y a pas grand-chose qui m'effraie, je dirais. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ce qui me met en colère, ça va être la mauvaise foi, ça va être l'injustice. Ça, c'est très personnel, hein, mais ça dépend des blessures de chacun, mais pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? L'authenticité, le contact humain, la connexion. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ou qui résonne en vous ? J'ai pas forcément de mantra, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où ça va être en fonction du besoin, en fait. Mais je crois que, par contre, ce qui est important, c'est de conditionner son subconscient avec des mots positifs. Parce que plus on se répète « j'y arrive pas », plus on conditionne son subconscient à ne pas y arriver. Donc, j'y arrive. Eh bien, merci Florence. Avec plaisir, merci beaucoup. Alors, nous achevons notre entretien, non sans avoir considéré combien l'âme et le corps, dans leur liaison indissoluble, sont gouvernés par ces esprits invisibles que nous nommons les neurotransmetteurs. Il apparaît, de ce que nous avons discuté, que notre bien-être ne tient pas seulement aux choses externes qui nous entourent, mais bien plus à la manière dont nos propres substances internes se meuvent et agissent. Comme un jardinier qui, par sa sage culture, assure la bonne santé de ses plantes, nous sommes appelés à cultiver notre jardin intérieur avec une attention tout aussi méticuleuse. Nous avons vu qu'un déséquilibre, si petit soit-il, dans cette chimie délicate, peut porter nos esprits de l'ombre à la lumière, de la joie à la tristesse, du repos au tourment et inversement. Je laisse ici les auditeurs à la réflexion que, dans la quête d'une vie bien tempérée, il est autant nécessaire de connaître les mystères de notre propre nature que ceux de la nature qui nous entoure. Que chacun porte donc un regard curieux et bienveillant sur son propre intérieur, comme nous l'avons exploré aujourd'hui, afin de mener une vie non pas à la merci de nos humeurs, mais guidée par la connaissance et peut-être la sagesse. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.